Bonsoir à toutes et à tous, et je crois que le micro fonctionne. Je suis absolument ravie d'animer cette table ronde. Je suis Mathilde Carton, je suis journaliste au magazine Elle, et nous allons parler de coordination d'intimité ce soir, à la suite de la projo donc, de Split d'Iris Bray et de Sexist Comedy d'Edith Chapin et d'Iris aussi. Donc félicitations déjà dans un premier temps. J'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de réactions positives dans la salle pendant la projo. Et est-ce que peut-être je m'assois dans le fond? Je pensais que j'allais me mettre là. À côté. Allez, nickel. Très bien. Et donc ce soir, nous allons parler de coordination d'intimité avec Iris Bray, bien sûr, Edith Chapin, Paloma Garcia Martins, Alma Jodorowsky et Pauline Chalamet, dans un premier temps. Et ensuite, nous parlerons de l'ADA, l'association des actrices, pour voir justement comment est-ce qu'on peut continuer ce débat-là politiquement et comment est-ce que ça peut se traduire tout simplement dans le cinéma d'aujourd'hui, surtout à l'heure où on discute quand même beaucoup de MeToo. Donc ma première question, ça va être pour vous, Iris. Quand est-ce que vous avez su que vous voudriez recourir au service d'une coordinatrice d'intimité? Est-ce que c'était déjà au cœur de votre projet? Je l'ai su tôt, en fait. Pour vous faire un peu la backstory, je voulais faire un documentaire sur les coordinatrices d'intimité. J'en avais déjà parlé avec France Télévisions. Et à l'époque, il y en avait une en France. Et donc, ça devait être un tournage principalement en Angleterre, aux États-Unis. Puis il y a eu le Covid, donc je n'ai pas pu partir. Et entre-temps, j'ai écrit ma propre série. Et donc, je ne pouvais pas réaliser et le documentaire et la série. Et je voulais travailler avec une coordinatrice. Et donc, grâce à notre agente, Ariane Geffard, qui est là, on en a parlé ensemble. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu ne confierais pas la réalisation à Edith? Et donc, j'ai vraiment donné le projet à Edith en lui disant que je lui ouvrais les portes de mon tournage pour qu'elle puisse aussi voir comment ça se passait en France sur un projet j'avais vraiment très envie de travailler avec Paloma et que ça fasse partie d'un travail de mise en scène. Donc c'est déjà un projet double en fait, déjà une mise en abîme exactement. Pour raconter comment est-ce qu'on fait avec un système assez révolutionnaire, parce que c'est super récent en réalité. Ça, je vais laisser Paloma répondre. Paloma. Alors oui, c'est récent. En France, ça fait déjà 3 ans que ça existe, grâce à Monia Aitelhadj, qui est juste là, qui est la pionnière en France. Donc merci Monia d'avoir ouvert les portes. Mais c'est aux États-Unis depuis 2017, concrètement dans le cinéma, quoi. Donc c'est vraiment très très jeune. Et comment est-ce qu'on devient coordinatrice d'intimité? Parce que c'est quand même pas un métier si fréquent. Et l'idée de savoir comment est-ce qu'on scénarise des scènes de sexe au cinéma, comment est-ce qu'on arrive là? Alors, comment est-ce qu'on arrive là? Déjà, je ne vais pas vous le cacher, il faut pas mal d'argent. Il faut parler un très bon anglais pour avoir accès à des formations qui se retrouvent outre-Atlantique ou au Royaume-Uni. Donc, pour le moment, c'est un peu ça le gros problème de ce métier, c'est qu'il est réservé à certaines personnes. Moi, j'avais vraiment beaucoup d'argent de côté parce que j'avais travaillé pendant 12 ans dans le cinéma avant, comme habilleuse, costumière et un petit peu comédienne. Ce qui fait que j'avais une bonne connaissance du milieu. J'avais aussi un très bon anglais qui a fait que je pouvais vraiment accéder à ces formations et comprendre toutes les nuances en fait, des questions. Parce qu'en fait, le langage, vous l'aurez peut-être compris, c'est une partie très importante de notre métier, de comment est-ce qu'on communique, quels mots on va utiliser, comment est-ce qu'on va, en tout cas, se parler entre nous. Et du coup, effectivement, c'est très compliqué de se former au jour d'aujourd'hui en francophonie. Donc moi, je me suis formée aux États-Unis grâce à la pandémie. Un des seuls trucs positifs du Covid, c'est que plein de formations se sont retrouvées en ligne. Et donc, j'ai pu suivre pendant 1 an et demi plusieurs formations, d'ailleurs, que je suis encore maintenant, parce qu'en fait, on n'arrête jamais de se former, parce qu'on apprend tous les jours. Et donc, j'ai pu faire ça en 2021. Et voilà, donc je suis très contente maintenant d'avoir pu mettre ça à profit pour la série. Mais qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour devenir coordinatrice d'intimité? Oui. Il y a
pas mal de choses. On va dire la face obscure, c'est que j'ai passé beaucoup de temps sur des tournages à des endroits de vulnérabilité, pas forcément pour moi, mais dans des espaces où, quand on est l'habilleuse, on accueille la vulnérabilité des actrices avec qui on travaille, et on peut être témoin de pas mal d'incidents. On essaye de défendre les personnes les plus vulnérables, que ce soit les actrices ou même les figurants et les figurantes, du mieux qu'on peut, mais il nous manque les outils, il nous manque la légitimité, donc c'est tout le temps un peu du sous-marin. Des fois on défend aussi notre propre équipe, c'est-à-dire qu'on se fait harceler sur les plateaux, donc vraiment, c'est à tous les niveaux, ça vient de tous les côtés. Et donc moi, il y a un moment donné où c'était devenu insoutenable, parce qu'en fait moi j'aime le cinéma, c'est un médium qui me touche énormément, et quand on aime quelque chose, on a envie de le rendre meilleur. Voilà. Et donc je me suis dit, j'ai eu un enfant, et là c'était vraiment la révélation. Donc, je dis pas qu'il faut faire un enfant, simplement que voilà, quand on a un enfant, et se dire qu'on va passer 13 à 14 heures par jour, parfois des semaines entières loin de chez soi, mais pourquoi en fait, pour continuer à être un rouage de cette machine infernale qui broie vraiment les âmes et les corps autour de nous? Ou alors est-ce qu'on se dit, on va peut-être prendre les choses en main et proposer des solutions différentes, utiliser nos compétences qu'on a déjà et en acquérir des nouvelles, et puis participer aussi à la création de manière plus active. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié énormément dans notre collaboration, à toutes ensemble, et en particulier avec toi, Iris, mais avec toi, Edith aussi, sur ce documentaire, c'est qu'il y avait vraiment une place, en tout cas j'ai senti que j'apportais une pierre à l'édifice, d'une manière assez horizontale. Alors évidemment, c'est les réalisatrices qui ont le dernier mot pour tout, et c'est normal, mais on était dans une horizontalité qui, en fait, contribue à une création qui est plus diverse, qui est plus riche, qui est plus agréable aussi. En fait, c'est agréable de travailler comme ça. Mais ce qui est amusant, c'est qu'au tout début, quand le protocole est mis en place, il y a une scène fabuleuse de votre film, Edith, où justement, on voit votre frustration. J'ai passé 3 heures avec toi hier, je vais encore passer 1 heure aujourd'hui. Enfin, quand est-ce qu'on met en place le film, en fait? Donc, à quel moment, en fait, comment est-ce qu'on gère cette frustration-là? En fait, la frustration, elle vient que j'ai pas d'argent sur ce film, sur cette série, et donc que chaque heure coûte de l'argent, et que j'apprends. En fait, j'ai eu 15 jours de tournage et une 16e en équipe réduite. Je sais que pour beaucoup de personnes, ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais en fait, c'est très très peu de temps pour faire 5 épisodes de 20 minutes. Donc, en fait, quand je comprends le temps que ça va prendre, et que j'en ai pas plus, j'ai pas plus de temps de prépa parce que je prends une coordinatrice d'intimité, j'ai pas plus de temps de tournage parce que je prends une coordinatrice d'intimité, et je pense que sur les journées en fait où il y a des scènes d'intimité, ça me demande parfois quasiment 30% de plus de temps. Or, ces 30% là, en fait, je peux pas les rattraper quelque part d'autre, à moins de couper d'autres scènes. Donc on est déjà, et les comédiennes, et moi, et les techniciennes, et les techniciens, et les comédiens, sous énormément de pression, parce qu'on doit rentrer beaucoup de plans en très très peu de temps, et qu'on essaye tous et toutes de le faire, en fait, déjà en se regardant et en étant sûr que tout le monde est OK. Et ça, prendre soin des autres, en fait, sur une espèce d'échelle morale, souvent on nous apprend que c'est ça qui doit sauter en premier. Et en fait, d'essayer de remettre ça au premier plan, moi, je n'avais pas anticipé tout le temps que ça allait me demander et nous demander. Et donc oui, il y a de la frustration. Peut-être que sur le prochain projet, ce sera différent, parce que je pense qu'aussi on comprendra en fait le temps que ça prend. En tout cas, moi, je le connaîtrais, mais je n'en avais aucune idée. Et donc oui, je pense que il y a la frustration. Elle vient pas du tout du fait de parler avec Paloma ou parler avec les comédiennes ou répéter. La frustration, elle vient d'être en fait sous une énorme pression de temps et d'argent. Et de la nouveauté aussi, parce qu'il y a ce projet politique, quelque part, à un moment donné, c'est ce que vous dites. Vous dites, si même moi qui suis super ouverte à cette question-là et qui a envie de le faire, qui a toute la volonté du monde, en fait, c'est dur, effectivement, ceux qui partent d'un peu plus loin, ça va être d'autant plus compliqué. Donc on peut imaginer que cette révolution au cinéma peut prendre un peu de temps. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, ou si peut-être... à la fin du tournage, peut-être? Je laisserai surtout les comédiennes de l'ADA, je pense, répondre à cette question. En tout cas, c'est sûr que la résistance en France est absolument folle, et qu'on nous parle énormément de censure. En fait, la vraie question, c'est que ça demande beaucoup de travail.
énormément de travail et d'être extrêmement précis dans ses intentions. Et d'ailleurs, on le voit au moment de la scène de Squirt. En fait, il y a tellement de choses qui arrivent. Parfois, ça devient confus. Enfin, on essaye d'être précise, mais parfois, on ne l'est pas tout de suite. Et en fait, il ne faut pas lâcher tout en essayant de quand même être à l'écoute en fait, de tout le monde sur le plateau. Donc, ça demande du travail. Ça demande vraiment beaucoup de travail. Et donc, je sais... je comprends que certains et certaines n'aient pas envie de travailler avec une coordinatrice d'intimité, mais je pense que pour la majorité, c'est parce qu'ils préfèrent être dans l'impensé, parce que sinon ça les mettrait trop en danger de regarder leurs désirs en face, parce que c'est aussi ça que ça demande. Ça demande vraiment de se poser la question de où est notre désir, quel désir on a envie de montrer, et pourquoi on a envie de le raconter. Donc forcément, ça nous met un peu à l'épreuve. Donc oui, ça rend tout le monde un peu vulnérable, comme on a pu le voir. Et y compris pour vous, Edith, du coup, parce que j'imagine que tourner un docu sur aussi la coordination d'intimité au milieu de toutes ces scènes qui demandent aussi un peu d'affinage, ça doit être particulier. Vous aviez carrément le double filet de sécurité presque. Il y avait des moments où on avait l'impression de marcher sur des œufs, parce que c'est vrai qu'on est dans des moments déjà extrêmement intimes qui étaient déjà compliqués à tourner pour Iris. Donc pour nous, effectivement, rajouter une couche à ça, c'était notamment pendant les répétitions. En fait, on a essayé de mettre une distance. Déjà, on a travaillé, donc ça, c'était important avec Paloma. En fait, moi, je suis arrivée au début du projet et de manière assez classique, j'ai écrit quelque chose en me disant, voilà, j'aimerais faire ça, 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 ça. J'aimerais bien être là, là, et là, et là, et là, et là. Et là, elle m'a dit non, mais en fait, justement, ça se passe pas comme ça. Et donc, on a fait de la coordination d'intimité pour le documentaire, où en fait, elle a parlé. Et d'ailleurs, je remercie une fois encore toutes les personnes qui étaient sur le documentaire, parce que du coup, elles avaient déjà beaucoup de travail avec Iris, mais elles avaient du travail, et Paloma aussi, pour fixer les limites du documentaire. Donc, en fait, déjà, pour que ce soit moins compliqué, on a choisi une scène. Parce que c'est vrai qu'au début, il y a quand même plusieurs scènes d'intimité dans le film. On a choisi de choisir, on a travaillé sur une scène, et ensuite là, on a travaillé. Mais on se sentait pas en trop, parce qu'à chaque fois, on savait qu'on avait notre place et que tout avait bien été réfléchi en amont. Mais malgré tout, moi, je me suis surtout rendu compte à quel point, j'étais étonnée en fait que ça puisse pas être préparé en amont, qu'avant, il n'y avait pas de protocole de plateau fermé. Parce que même moi, de temps en temps, en faisant le documentaire, de notre propre chef, on se disait, bon, là, je pense que même si on est autorisé à être ici, je pense que c'est mieux qu'on ne soit pas là. Et de temps en temps, on pouvait quitter la pièce, on faisait des allers-retours. Parce que c'est vrai que, moi, par exemple, je n'imaginais pas à quel point c'était compliqué de tourner une scène d'intimité. Et je l'ai découvert avec les filles. Et donc, oui, donc c'était complexe pour nous. Déjà, c'était beaucoup plus compliqué pour elles. Et nous, en fait, j'espère en tout cas qu'on avait... la délicatesse de savoir quand il fallait qu'on s'en aille. Oui. C'est justement ce que j'allais vous demander, Alma, vous qui du coup étiez en première ligne, si je peux me permettre. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que c'était la première fois que vous travaillez avec une coordinatrice d'intimité? Comment est-ce que vous avez jonglé avec ça? Oui, c'était la première fois que je travaillais avec une coordinatrice d'intimité qui avait été vraiment formée à ça. Parce que j'avais travaillé déjà en Suède avec une personne qui avait été un peu désignée comme coordinatrice d'intimité, mais qui n'avait pas eu toute la formation derrière. Donc, ce qui était déjà un pas par rapport à d'autres tournages où il n'y a rien du tout. Mais c'est vrai que là, c'était très différent. Et puis, on s'est donné la chance de faire une grosse préparation, de vraiment s'investir énormément dans tout l'avant, en fait, dans toutes les répétitions. Et ça a permis énormément de richesse, je pense, dans notre manière d'aborder les personnages aussi. En fait, c'est un moment. En fait, ça touche pas que à la pudeur d'un corps nu ou à la pudeur de jouer un orgasme. Ou voilà. En fait, c'est aussi entrer en contact avec le corps de quelqu'un d'autre. C'est un endroit qui est très intime et qui est assez intimidant. Et le fait de se lancer dans un projet qui est réellement une histoire d'amour, c'était vraiment le postulat du film, quoi. C'était représenter cet amour entre autres choses, mais c'était très important. Donc l'amour passe par le corps aussi, et passe par la sensualité du corps, et pas seulement par la sexualité ou par l'érotisme. Voilà, c'est simplement savoir comment se prendre dans les bras, savoir comment on a envie de se toucher, comment nos personnages ont envie d'interagir ensemble.
Et moi, ça m'a beaucoup aidé à créer mon personnage et à créer avec Jenny la dynamique de notre relation, de notre amour, de notre intimité. C'était très utile dans plein de scènes qui n'étaient pas que des scènes dites d'intimité, de sexe, quoi. Donc en fait, ça permet un travail plus global et plus large sur la définition de l'histoire, sur la définition de chacun des personnages. Bah oui, ça permet aussi, je pense que bon, ça dépend des acteurs et des actrices, mais c'est vrai qu'en France, il y a un rapport au corps dans le cinéma que je trouve parfois est un peu laissé de côté. Et ça fait naître tellement de choses de passer par le corps, de passer par le toucher, de passer par le fait de simplement prendre le temps de se regarder. C'est un des premiers exercices qu'on a fait, de juste se regarder. Et c'est pas juste tenir 30 secondes un regard, c'est pas ça. C'est se regarder en étant dans nos personnages, se dire comment on s'approche, comment on aborde cette scène physiquement. Il y a un exercice que j'ai beaucoup aimé où en fait on essayait de passer par le corps pour raconter une scène, simplement avec ce que ça nous provoquait d'attraction, de pudeur, d'attirance. Et c'est vraiment des choses qui ont nourri énormément nos personnages, Jenny et moi. Et ouais, c'était super, merci Paloma. Donc vous avez démarré à partir d'un protocole élaboré par vous, Paloma, et après, est-ce qu'il y avait aussi un travail différent que vous avez senti dans votre rapport à Jenny ? Peut-être, est-ce que vous deux, peut-être, vous avez aussi eu peut-être l'impression de connecter davantage avec votre partenaire ? C'est exactement ce que je veux dire. Oui, bien sûr, ça permet de trouver ensemble un personnage, de dépasser la pudeur qu'on peut avoir simplement de jouer un sentiment amoureux, quoi. Enfin, en fait, que ça passe par le corps et par un moment où on privilégie, enfin, on donne une importance à ce moment où nos corps vont se rencontrer et ça permet de faire naître de l'émotion. Tous les gestes sont liés à une émotion intérieure, donc c'est hyper important en fait. Je pense qu'aussi, quelque chose dont on parle jamais, mais c'est aussi le langage amoureux qu'on trouve avec quelqu'un. C'est-à-dire que tout d'un coup, les deux corps racontent quelque chose dans la manière dont on apprend à se tenir la main. Mais c'est aussi des exercices qu'on a fait avec Paloma. Je me souviens qu'on les a aussi utilisés avec Ralph pendant certaines scènes pour justement travailler aussi le langage qu'elle pouvait avoir avec un autre partenaire et qu'elle allait lâcher. Donc tout ce langage-là qu'il ne passe pas par les mots, c'était vraiment hyper important pour moi qu'on trouve une grammaire de chorégraphie, de rencontres amoureuses, quoi. Mais ça permet beaucoup de liberté parce qu'il y a aussi toujours cette peur, là pour le coup vraiment sur les scènes de sexe et de nudité, où il y a beaucoup de choses qui reposent sur les acteurs. Et c'est vrai que le métier de coordinatrice, coordinateur d'intimité est bénéfique, je pense, pour plein de gens sur le plateau, à la réalisation, à la technique, à tout le monde, mais pour les acteurs, c'est vraiment énorme en fait, parce que pour nous c'est tellement dur qu'on nous dise juste allez-y, ils font l'amour, et t'es là, à la limite si t'as de la chance on va te dire qui se met dessus qui, quoi. Enfin, c'est vraiment genre ok merci, voilà, mais sinon c'est genre démerdez-vous en fait, et c'est pas cool. Donc là ça nous permet d'avoir un cadre qui est vachement plus serein et qui permet du jeu derrière. Et c'est ça qui est hyper important, quoi. C'est de savoir où on va, de savoir ce qu'on fait, quelle est la partition. Et vraiment, je pense que les personnes qui sont réticentes à ça et qui pensent que ça va mettre une police ou je sais pas quoi, je pense vraiment qu'ils n'ont pas compris, quoi. Parce que c'est tout l'inverse, en fait. C'est justement, ça permet de jouer. Ça permet d'être débarrassé de cette angoisse, parce que on va faire genre ouais, je suis à l'aise avec ci, avec ça, mais dans le fond, non. Chacun a ses endroits de résistance plus ou moins fortes, à des endroits qui sont parfois en plus ultra différents. Je sais que moi, par exemple, j'avais vachement d'appréhension pour la scène du baiser avec la langue, plus que pour des scènes de nudité. Parce que d'un coup, il y avait un contact physique qu'on ne pouvait pas tricher. Et ça, on en a beaucoup parlé avec Paloma, qui m'a vachement rassurée là-dessus aussi, en fait, de dire c'est ok si moi mes limites elles sont différentes des autres, et de pouvoir les exprimer et de pouvoir les confronter, quoi. Oui, les confronter. Ça provoque un soulagement après et une liberté dans le jeu et dans la connexion avec son partenaire qui est vraiment exceptionnelle, quoi. Et à un moment donné, Pauline, vous avez une phrase où vous dites « En France, il n'y a pas de protection, il n'y a que le producteur ».
Et j'aimerais bien que vous puissiez un petit peu élaborer, parce que je l'ai noté, elle m'a vraiment marqué. Je me suis dit, en fait, c'est fou, en comparant peut-être avec le système américain. Oui, déjà, je pense que comme on a vu dans le documentaire, il y a des réalisatrices et même des réalisateurs sûrement qui font le travail de vouloir répéter des scènes d'intimité et du coup s'assurent que leurs comédiennes se sentent très à l'aise. Et là, en l'occurrence, c'est très bien. Moi, je parlais plus dans les moments où on peut rencontrer un problème, par exemple avec un réalisateur ou un autre acteur, surtout quand on a moins de pouvoir, quand on n'est pas numéro 1, numéro 2, que peut-être que tu arrives et c'est juste pour une scène de sexe. Normalement, le producteur, c'est quelqu'un, ou productrice, c'est quelqu'un que tu peux aller voir et tu peux leur dire j'ai un petit problème, non, ok. À la limite, sur le système américain, si personne a envie d'écouter cette personne, s'il n'y a personne qui va écouter la personne concernée, en tant qu'acteur, tu peux aller au syndic, tu peux les appeler, tu peux dire en fait, il y a un gros problème sur ce tournage et moi, on m'a demandé de faire ça, ça et ça, et tout de suite, tu as une intervention. Après, elle n'est pas parfaite, il y a plein de problèmes, mais tu as quand même ton syndic qui est derrière toi. Moi, quand j'ai entendu parler des histoires, notamment quand j'ai rencontré des filles de l'ADA, qu'elles m'ont raconté non seulement parfois des choses que elles ont vécues, mais que ce que d'autres femmes ont vécu, pour moi, c'était vraiment sidérant. Parce que, en tout cas, j'ai déjà entendu plein de problèmes sur des tournages américains, et puis il ne faut pas chercher plus loin que Harvey Weinstein, qui a quand même déclenché le mouvement de MeToo, mais qu'on continue à juste dire c'est pas grave. Ça veut dire que l'acteur, l'actrice, qui se retrouve seul à aller voir un producteur, une personne qui est censée être là pour elle ou lui, si ce producteur, productrice n'est pas une bonne personne, l'acteur n'a personne. Mais genre vraiment, peut-être sa famille ou des amis, mais qui tu vas aller voir personne. Donc c'est plus dans ce sens-là où je me dis au moins avec un syndic, tu es soutenu. Et même si c'est pas parfait, tu as des référents que tu peux appeler. Et donc, c'est un peu choquant quand j'entends des histoires de allez, on va faire cette scène de sexe. D'accord, mais s'il se passe s'il y a un problème, et je parle même pas de réalisateur, je parle même peut-être d'un technicien ou un truc, comme Jenny, elle dit, il y avait un technicien elle sentait qu'elle était mal à l'aise, il faut qu'elle puisse aller voir quelqu'un. Et si jamais le plateau n'est pas rempli, je me répète, mais si le plateau n'est pas rempli de quelqu'un de bienveillant, c'est triste. Donc ça manque de structure. Ouais, et c'est pour ça que je trouve que c'est... Après, on n'est pas là, mais j'arrête pas de parler de la dame, mais je trouve que c'est un manque de structure. Avoir un système en place où c'est des comédiennes, comédiens qui ont déjà vécu des mêmes histoires, c'est un début. Après, il faut que ça devienne un travail, un boulot, et que ça se concrétise, ça devienne plus bureaucratique même, qu'il y a un système. Voilà. Et dans le même temps, ce qui est d'amusant, c'est que ce métier aujourd'hui commence à être un petit peu institutionnalisé, j'exagère, mais en tout cas il existe, y compris dans l'inconscient collectif. Et là, par exemple, il est extrêmement moqué, ne serait-ce que dans la série The Idol, où on voit qu'un coordinateur d'intimité qui intervient, en fait, est enfermé dans un toilette. Et vraiment, ce qui est assez choquant quelque part, parce que c'est une série HBO qui a priori fait plutôt attention à ça, et qui a plutôt mis en avant et soigné ce job, de voir qu'en fait, aujourd'hui, il est un peu moqué quelque part. Comment est-ce que vous avez réagi peut-être, Paloma, quand vous avez vu ça, quand vous avez vu une homonyme, une collègue dans cet état? Déjà, moi, ce qui m'a fort gonflé, c'est que j'étais obligée de regarder The Idol. Voilà, ça c'était la première réaction. Genre, on va me poser une question, il faut que je regarde ce truc. Je suis honnête, là, c'est vraiment ce que j'ai fait. Donc j'ai regardé les 25 premières minutes et puis j'ai dû arrêter. Voilà, pour la petite anecdote. Moi, comment j'ai réagi? J'ai trouvé ça enfantin, un peu mesquin. Je me suis dit, déjà, il y a des choses qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait,
le coordinateur d'intimité, normalement, il a dû parler avec le personnage de, comment elle s'appelle, Jocelyne. Et donc, en fait, si elle est OK de montrer son téton, normalement, il n'y a pas de problème. Ou alors, s'il n'a pas parlé avec Jocelyne, il a parlé avec ses agentes. Oui, parce que le contexte, effectivement, en gros, donc l'actrice qui est jouée par Lily Rose Depp, contractuellement, elle peut montrer que ce bout de sein, ce bout de truc. Et en fait, naturellement, elle y va, elle enlève tout. Et il y a le coordinateur d'intimité qui dit non, attention, le téton, c'est pas contractuel. Voilà. Et c'est le début de la moquerie. C'est ça. Et donc, en fait, on vient montrer un personnage qui est complètement bureaucratique, coincé, super woke, mais vraiment pas du tout cool, et qui dit des trucs du style mais c'est une question de droits humains, et donc tout le monde se fout de sa gueule. Mais je comprends, je comprends que évidemment si on le présente comme ça donne pas du tout envie, mais c'était complètement absurde parce que déjà ça ne se passe pas comme ça, parce qu'il y a une raison pour laquelle on décide est-ce qu'on montre le téton ou pas, le underboob ou pas, après clairement, la question des nudity riders, donc des annexes de nudité au contrat, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas compliqué, c'est que c'est institutionnalisé aux États-Unis, par exemple. Et donc, oui, effectivement, une fois que vous avez signé votre clause, on ne peut pas la changer avant 48 heures. Mais ça a été mis en place pour protéger les actrices. Il y a une bonne raison pour laquelle ça a été mis en place. Donc ici, il y a quelque chose d'absurde. Après, donc, en plus de l'absurdité, moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est que Sam Levinson, qui est le showrunner de The Idol, qui était le showrunner de Euphoria, qui a été critiqué par pas mal d'actrices en fait, d'Euphoria, qui ont dit qu'elles se sont senties sous pression pour faire des scènes, de montrer des parties du corps, et que ça, c'était pas OK. Et je sais pertinemment bien qu'il y avait une coordinatrice d'intimité sur Euphoria. Et donc moi, ce que je vois là, je vois un enfant qui fait une petite crise et qui se dit on m'a empêché d'abuser de qui je voulais sur Euphoria, je vais me venger de manière mesquine et je vais enfoncer ce métier qui... En fait, s'il y avait déjà dans 1000 séries des rôles de coordinatrice d'intimité, qu'une fois il y en ait un où on voit quelqu'un qui ne fait pas super bien son job, ou alors c'est pas très clair, comment on verrait un cadreur ou une cadreuse qui fait mal son job, ça n'aurait pas d'incidence parce qu'il y a déjà une représentation du rôle. Mais le problème, c'est que personne ne comprend ce qu'on fait. Voilà, tu fais quoi? Tu chorégraphies quoi? Enfin voilà, déjà, tu fais du porno? Enfin voilà, personne ne comprend. Non mais voilà, vraiment, on ne comprend pas ce qu'on fait. Ou alors, en plus de ne pas comprendre, on en a extrêmement peur. Et c'est très très difficile de faire ce job. Vraiment, très honnêtement, c'est vraiment pas facile. Donc, si en plus on nous rajoute une scène comme ça, voilà, vraiment, franchement, les gars, c'est aller un peu trop loin. C'est pas très sympa. Mais dans le documentaire, justement, à un moment donné, les questions, on parle de est-ce que ça casse la magie? Est-ce que ça coupe la magie? Et vous, en tant que réalisatrice, Edith et Iris, est-ce que vous avez senti ça? Est-ce que ça a cassé la magie à un moment donné ou pas du tout? Moi, non. Moi, j'ai l'impression, en regardant les scènes, que je vois plus du tout en fait la chorégraphie. Je vois plus du tout en fait toute la mécanique. Moi, je ne vois que de la magie. Donc après, je crois pas du tout en fait au fait que si on met un cadre, la magie n'existe pas. Enfin, c'est la même chose dans la vraie vie, c'est-à-dire demander le consentement n'empêche pas qu'il y ait des éclats de rire, qu'il y ait des moments magiques qui arrivent. Enfin, je pense que tout ça, c'est des choses un peu présupposées. Je pense que la magie, elle peut opérer même si tout ça est encadré. Et après, moi, je me suis pas du tout sentie limitée en fait, à aucun moment par le travail qu'on a fait avec les comédiennes et Paloma. Jamais j'ai eu l'impression que ça enlevait quelque chose. J'ai eu l'impression que, comme l'a dit Alma, ça nous donnait un cadre qui permettait en fait d'aller beaucoup plus loin sur plein d'autres sujets et d'être vraiment en fait dans une émotion des personnages. Et moi, ça me permettait en fait aussi de pouvoir travailler avec elles leur jeu de comédienne en fait, de travailler les personnages dans ces moments-là et de pas être que focalisé sur ce qu'on voyait justement ou ce qu'on voyait pas. Et c'est vrai que dans le documentaire, il n'y a que la scène du HMC qui était la scène la plus technique, je dirais, de manière dans les gestes sexuels et aussi dans ce
ce qu'on voyait pas. Donc c'était peut-être celle où on était le plus focalisé sur. Je voulais vraiment en fait qu'il y ait quelque chose de la véracité. En fait, je voulais qu'on y croie. Et donc sur cette scène-là, j'y tenais. Et donc il y avait quelque chose de très technique, ou peut-être que j'étais moins dans le côté magie du moment, mais parce que c'était aussi une scène comique, donc je cherchais pas forcément. Mais d'ailleurs, il y a plein d'accidents qui se sont quand même passés. Enfin, c'est pas. Donc ouais, je pense que c'est. La coordination d'intimité, pour moi, n'a jamais rien enlevé en fait à notre travail. Je veux juste compléter en disant que quand il n'y a pas de coordinatrice d'intimité et qu'on fait des scènes de sexe au cinéma, enfin, je sais pas, les acteurs, actrices qui sont dans cette salle, je n'ai jamais trouvé ça magique. Donc... D'accord. Et pour vous aussi, Edith, dans le cadre de la réalisation du docu? Après, moi, du coup, j'ai pas réalisé une scène de sexe. Donc, non, mais je remets les choses dans leur contexte. Mais de les voir, non, moi, ce qui, par rapport à tout ça et par rapport à cette histoire de magie, je pense qu'on a peut-être en fait un problème de vocabulaire aussi à parler toujours d'accidents, de magie. Et je trouve que c'est un peu aussi dénigrer, pas dénigrer le métier d'acteur et d'actrice, mais en fait, ils passent leur temps à travailler et tout d'un coup, pour la scène de sexe, bah là, il faut qu'ils fassent comme à la maison, etc. et non, mais c'est assez surprenant en fait. C'est que en fait, ils travaillent, ils sont voilà. Et en France, je pense qu'il y a un peu ce problème-là aussi, voilà, de dénigrer ce métier et de se dire bon, bah, en fait, marche comme quand tu marches dans la rue, fais l'amour comme tu fais chez toi, etc. Et moi, c'est plus ça qui m'a surprise et ce côté, oui, magie. Je pense qu'on peut aller la chercher effectivement dans un cadre et en travaillant, mais en fait, non. Moi, ce que ça m'a surtout rappelé, c'est qu'à quel point le métier d'acteur était un métier de travail intense. Et Jenny, elle le dit dès le début. Elle dit moi, je commence le travail. Et c'est ça, je pense qu'il faut plutôt retenir, c'est qu'on ne devient pas acteur comme ça. C'est une vraie technique et ça l'est encore peut-être plus pour faire des scènes d'intimité et des scènes de sexe. Et moi, je trouve que, pour moi, quand je regarde le documentaire d'Edith, pour moi, le moment le plus magique, c'est quand je vois toutes les techniciennes et les techniciens qui sont en silence, qui sont dans le respect, qui regardent, qui sont en fait avec elles, même si elles ne sont pas dans la salle. Et moi, de voir en fait toutes les personnes qui fabriquent nos images, qui sont concentrées, qui sont à l'écoute, et de voir l'équipe, moi, je trouve ça c'est vraiment magique pour moi. Moi, c'est ça la magie, je trouve. L'adhésion au projet. Le respect, en fait, de voir que tout le monde est au travail. Moi, de voir les gens au travail, c'était ce qui m'a le plus émue, en fait, dans la découverte du métier de réalisatrice. Et je pense que c'est parce que j'ai été entourée de techniciennes, toutes d'une intelligence folle, et techniciens aussi, extrêmement attentifs. Mais on était, et aussi on avait cette contrainte de temps et d'argent, mais on était toutes tellement au travail tout le temps. Et en fait, c'est très rare l'émulation. Enfin, moi, je viens de l'université, j'ai travaillé seule. Quand j'ai écrit, j'ai été tellement seule en fait dans ma vie au travail avant, et ça a commencé à changer quand on a écrit La culture de l'inceste, qu'on a co-dirigé avec Juliette Drouard, où on s'est dit qu'il fallait qu'on soit à plusieurs pour commencer un autre travail et aussi ouvrir un champ de réflexion. Et après d'arriver en fait sur la réalisation de la série, je me suis dit que c'était évident que le collectif, en fait, la révolution ne peut passer que par le collectif. Et donc, c'est pas seulement une adhésion à mon projet, c'est que nous avons créé le projet ensemble. C'est quelque chose qu'on voit évidemment bien dans le cadre du docu et qu'on ressent quand on regarde la série. Mais il y a aussi quelque chose, quelque part, qui coûte en fait dans cette idée. Et ça, c'est vous qui l'incarnez un peu, Paloma. Moi, je me suis posé la question du côté éponge. Quand vous allez voir en fait vos homologues anglais, en fait, ils vous disent il faut savoir se protéger parce qu'en fait, tu es seul. C'est-à-dire que dans ce collectif qui se construit ensemble, vous, mine de rien, vous avez... Alors, je ne sais pas si chef d'orchestre est le bon mot, mais en tout cas, sur la question de l'intimité, vous impulsez un certain rythme et c'est vous qui mettez les limites. Et en fait, à la fin de la journée, quelque part, vous pouvez récupérer tous les traumas des unes et des autres. Et en fait, vous avez est-ce que assistante sociale, finalement, c'est pas un peu votre job ? Eh bien non. Je crois qu'il y a une méconnaissance en fait de notre rôle aussi, et c'est aussi là que la peur vient s'installer. C'est qu'on s'imagine qu'on est là pour aider les actrices ou pour prendre soin d'eux ou pour faire la police, mettre les limites, voilà, comme vous avez dit. En fait, ce n'est pas ça.
Moi, mon rôle, c'est de créer un espace dans lequel les actrices peuvent poser leurs propres limites, dans lequel les actrices peuvent prendre soin d'elles-mêmes. Vous comprenez? C'est une grande nuance. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas décider à la place de quelqu'un ce qu'il ou elle est capable de faire ou non. Ça m'est déjà arrivé de travailler avec des actrices qui ont été victimes d'abus et qui doivent tourner une scène d'agression sexuelle et qui vont me le partager. Jamais de ma vie, je vais leur dire « Ah mais non, mais ça c'est trop dur pour toi. Tu ne dois pas faire ça. » Moi, mon rôle, il est d'assurer un consentement. Évidemment, si je vois que quelqu'un est en train de faire une crise de panique sur le plateau, j'en parle à l'assistant ou l'assistante réa qui est en charge de la sécurité du plateau, d'accord, donc dans cet ordre-là, et je l'aide à revenir à soi avec des outils de premier secours de santé mentale. Mais je ne suis pas une professionnelle de la santé mentale. Je suis une espèce de comme une consultante, un soutien à la mise en scène. Et c'est ça, c'est de leur donner des outils et de créer cet espace où c'est possible de le faire. Parce qu'en fait, on apprend très très tôt qu'il n'y a pas d'espace pour ça, à aucun moment donné. Ça m'est déjà arrivé de travailler avec des actrices qui avaient énormément de pouvoir sur un plateau et qui me disaient d'emblée, en fait, moi, je trouve ça très chouette ton métier, mais j'ai pas vraiment besoin. Qui, à la moitié de la journée, je me rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas et qui n'osent pas dire. Alors qu'elles ont le pouvoir, elles ont même le final cut du film. Hein. Et donc là, c'est très difficile d'être la première personne à dire pardon, mais je ne suis pas sûre. Même pas non, hein, juste je ne suis pas sûre. Est-ce qu'on peut faire différemment, etc. Donc moi, je normalise ce processus-là. Mais c'est les personnes qui prennent soin d'elles-mêmes. Voilà, c'est vraiment... moi, je ne prends pas cette responsabilité-là. Donc c'est comme ça, quelque part, que vous vous protégez ou pas ? Vraiment, en fait, j'essaie de reprendre ce que disent un petit peu les Anglais, où vraiment il y a ce moment qui m'a semblé très fort, en fait, de comment on prend aussi soin de soi sur un plateau. Oui, mais alors ça c'est très intéressant parce qu'en coordination d'intimité, on utilise ce qu'on va appeler les pratiques de clôture. C'est quelque chose, ce sont des outils qu'on va proposer aux actrices. On ne les a pas inventés, ça existe depuis la nuit des temps, je précise. C'est comment faire des petits rituels pour rentrer dans le personnage, pour en sortir, pour pouvoir se donner vraiment pleinement, pour être vraiment disponible au jeu, mais sans ramener chez soi le trauma dans notre corps, pas se retrouver à faire des flashbacks le soir, pour pouvoir un peu laisser sortir ce personnage et le laisser exister aux endroits dont il a besoin. Eh bien nous, les coordinatrices d'intimité, nous avons nos propres pratiques de clôture, parce qu'effectivement nous agissons comme une éponge. Ou comment est-ce qu'on peut gérer un espace de neutralité ? C'est en étant justement l'éponge qui absorbe sans se déformer. Voilà, donc c'est une mousse, oui, c'est une mousse à mémoire de forme. Mais pour que la mousse puisse reprendre sa forme, il faut lui laisser un temps de respiration. Donc voilà, on a chacun et chacune nos petits outils. Moi, je sais que la musique, ça m'aide énormément. Et donc avant d'aller au travail, j'ai ma playlist qui me ramène à moi avec les morceaux que j'adore. Et je l'écoute quand je rentre chez moi. Je fais de la méditation, je respire. Voilà, on n'est pas des robots. C'est clair que ça a un impact sur nous. Et j'avais une mentor qui me disait ça, et je trouvais ça magnifique. Elle me disait, tu sais, nous, les coordinatrices d'intimité, nous vivons des micro-agressions permanentes sur le plateau. Ça peut être quelqu'un qui roule les yeux quand on arrive, ou des gens, ça m'est déjà arrivé de travailler avec des équipes qui me mettent volontairement des bâtons dans les roues. Donc voilà, c'est toujours comment est-ce qu'on navigue ça en restant dans la neutralité le plus possible pour qu'on puisse faire notre job. Mais elle me dit aussi, la blessure qu'on a le plus souvent, c'est la blessure d'appartenance. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est le premier rempart face à l'autorité. Donc on est les premières personnes à dire aux personnes qui ont l'autorité, non, c'est pas possible, faisons différemment. C'est très très dur de faire ça. Parce qu'en fait, nous, dans notre cerveau reptilien et tout notre trauma, le besoin d'appartenance au groupe, il est immense. C'est extrêmement important. Et quand on est la personne qui se confronte à ça en permanence, ça peut créer vraiment... ça peut réactiver des traumatismes, etc. Et donc, ma mentor, ce qu'elle me disait, et je le trouvais super, super intéressant, elle disait, voilà... il faut que dans tes pratiques de clôture, tu aies des pratiques de réparation en communauté. Des moments où tu es dans l'échange avec des personnes avec qui tu te sens bien, où tu es dans l'appartenance. Et voilà, donc ça fait partie de la pratique pour pouvoir faire ce métier correctement, je dois prendre soin de moi-même, évidemment. Je ne peux pas arriver sur le plateau avec mes grosses valises. Ça ne veut pas dire que je suis une machine, de nouveau, mais simplement que ça demande du travail pour pouvoir être disponible comme... Voilà, j'ai dit que je n'étais pas une professionnelle de la santé, mais bon, comme les professionnels de la santé et les assistantes sociales qui ont besoin de se prémunir en fait de la traumatisation secondaire, en fait, c'est le fait de tout le temps d'être dans cette position-là. Voilà. Je peux en parler pendant 3 heures, vous aurez remarqué, donc je vais laisser le micro.
Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est cette scène absolument bouleversante où vous, Iris, vous êtes... en fait, malgré toutes les précautions prises dans le cadre du tournage, il y a évidemment donc, ce moment difficile où la chaîne ne vous facilite pas la vie, ou du moins ne met pas... Alors que vous avez l'impression justement d'être la plus délicate, la plus prévenante, la plus précautionneuse en fait possible pour mettre en avant un projet réaliste, parce que je crois qu'il y a quelque chose de naturaliste quand même dans Split. Et en fait, et ça vous coûte politiquement, en tout cas c'est ce que vous dites ça me coûte politiquement, ça avance trop lentement. Et c'est une scène qui est très forte parce que vous êtes consolés dans le même temps, en fait, et c'est ce moment... Alors, je ne sais pas si c'est la réparation en communauté, si peut-être ça fait écho à ce que vous disiez, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être. Alors c'est sûr que Ovidie aussi a participé au livre qu'on a écrit, La culture de l'inceste. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai un lien très fort et avec qui j'ai déjà traversé d'autres traumas. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de frustration pour moi puisque au premier montage, les épisodes 2 et 3 et 4 étaient en moins de 16 ans. J'ai dû modifier les scènes de sexe des épisodes 2 et 3. Donc les scènes que vous avez vues, c'était pas énorme, c'était que le cri de l'orgasme était trop long, donc la jouissance féminine était un peu trop longue. Il y avait un peu trop de va-et-vient pendant les cunnilingus de tête, donc j'ai coupé vraiment ça et j'ai énormément modifié la scène du squirt pour la faire passer en moins de 12 ans et elle n'est pas passée, elle est restée en moins de 16 ans. Ça va avoir un impact énorme sur la série puisque ça veut dire que cet épisode disparaît de la plateforme. Ça veut dire qu'il est disponible qu'entre 22h30 et 5h30 du matin. Et ça veut dire qu'on perd beaucoup de spectateurs et de spectatrices. Et donc en fait, ça me coûte parce que si j'avais su en fait qu'elle allait passer en moins de 16 ans, j'aurais beaucoup aimé la remonter du coup pour qu'elle soit vraiment en moins de 16 parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait une version moins de 12 mais enfin pour moi en plus, je sais pas ce que t'en penses Alma, mais je trouve pas du tout que ce soit une des scènes les plus explicites. Donc c'est vraiment pour moi en fait c'est difficile. Oui, ça coûte franchement ça. Parce qu'on se dit, en fait, tout ça est très flou. C'est très subjectif de savoir en fait, quels sont les critères pour trouver une scène érotique ou non. C'est très compliqué en fait de comprendre comment ces décisions elles sont prises dans les moments. Enfin, et je pense déjà que les scènes. Enfin voilà, pour moi certaines scènes sont plus moins de 16 et d'autres moins de 12. Bon voilà, moi j'ai juste envie que cette œuvre elle puisse exister. Je suis très heureuse qu'elle existe sur le service public et je suis très heureuse aussi que France Télévisions ait eu le courage de m'accompagner et de prendre la série et de montrer une histoire d'amour lesbienne parce qu'il y en a quand même très peu et de montrer des scènes de sexe. Mais c'est vrai que la classification d'une œuvre, il y a une autre série sur Slash qui est en moins de 16, qui est une série d'animation où tout le monde se fait tuer. Et puis il y a Split pour une scène de squirt. Et donc ça me pose question quand même sur pourquoi cette scène-là passe pas, quoi. Et je sais très bien, en fait, on sait tous et toutes pourquoi elle passe pas. Mais je me dis que il faut qu'on se réapproprie certaines pratiques et aussi certaines images pornographiques et qu'on rajoute de l'humour là-dedans aussi pour essayer de déplacer les curseurs et donc si c'était sur une plateforme comme Netflix ou sur Amazon, l'épisode ne disparaîtrait pas, il y aurait juste écrit moins de 16 et tout le monde pourrait le regarder. Là c'est vraiment ça disparaît, quoi. C'est ça qui est une classification, évidemment, comme le dit Ovidie, c'est utile en fait de pouvoir dire aux gens vous allez être confrontés à des images qui peut-être ne sont pas celles auxquelles vous êtes habitués, mais c'est l'acte de disparition qui est violence pour moi. Oui, c'est ce qu'elle dit, que ça peut être aussi protection des mineurs. Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'elle, en tout cas, elle bien essaie sûr. de Après, on sait quand même qu'en France, l'âge du premier porno est entre 10 et 12 ans. Donc, j'ai envie de dire une scène d'amour, enfin, entre deux femmes qui est vraiment pleine de complicité et d'humour et qui est vraiment sur aussi la réappropriation d'une pratique. Moi, je trouve pas du tout qu'on soit dans de la pornographie, mais ça après, ça n'est que mon jugement en fait, et donc on espère que ceux et celles qui aimeront le 3e épisode attendront 22h30 pour voir le 4e.
ou que des petits pirates lesbiens la fassent circuler. Je n'incite pas à ça, mais... Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est vrai que la problématique du moins de 16 est hyper importante, mais moi, du point de vue du documentaire, ce que j'ai ressenti et ce que je pense que beaucoup de personnes ont ressenti ça, c'est surtout l'épuisement de quelqu'un qui se bat depuis des années pour créer des récits féministes, des récits lesbiens, etc. Et donc, je pense que pour moi, au-delà du moins de 16, qui est pas un prétexte évidemment, mais un peu le symptôme de quelque chose de plus grave. Moi, j'ai plus ressenti comme ça, et je suis très contente que tu passes à autre chose, que tu fasses d'autres films, etc. Parce que quand on voit cette scène, on se dit en fait, si les gens se battent, ceux qui se sacrifient pour des idées, baissent les bras, on est foutu. Donc on est très content que tu continues. Mais je trouve que cette scène, elle est aussi hyper symbolique pour ça. C'est que je pense qu'il y a des moments où on a l'impression de se battre contre des moulins à vent, et on se dit à quoi bon. Et c'est là où Ovidie répond bien, et c'était génial qu'elle soit là à ce moment-là, parce qu'elle a vécu la même chose avant. Mais il y a un moment où on se demande peut-être pourquoi en faire ça. Et tout en ayant conscience, en plus tu le dis, qu'il y a des choses plus graves. Mais mon combat, moi, mon combat politique, c'est ça. Et voilà, moi, c'est en ça que je trouve que cette scène est très bien. Et c'est vrai que des personnes très féministes qui l'ont vue l'ont regardé et m'ont dit, en fait, tout est dans cette scène. C'est notre quotidien, c'est notre vie. Puis en fait, on a envie d'abandonner, puis on reprend, et puis etc. Donc on pleure et voilà. Donc moi, je trouve qu'il y a évidemment cette question du moins de 16 qui est très importante, mais plus globalement, elle est ultra symbolique aussi par rapport au combat féministe. C'est la fatigue militante. Je reconnais certaines personnes dans la salle et aussi d'autres auteurs et autrices. Tout le monde connaît cet épuisement-là, d'essayer c'est très important. En fait, c'était très important pour moi d'être sur une chaîne publique. C'était très important que ce soit une série qu'on puisse regarder gratuitement. Et de la même manière que c'était très important pour moi que la culture de l'inceste soit au seuil, qu'on puisse l'acheter dans n'importe quelle librairie. Mais en fait, ça nous coûte. En fait, ce qu'on nous demande, ça nous épuise, quoi. Et il faut absolument retrouver justement la force du collectif et pouvoir s'appeler. C'est ça de savoir qu'on n'est pas toute seule et de se mettre en cercle militant et de puiser en fait dans le militantisme et dans la joie aussi que ça peut être. Et c'est aussi ce qu'on a partagé avec les actrices de l'ADA, c'est-à-dire qu'on s'est aussi beaucoup vues juste pour parler, mais aussi juste d'être la joie de se retrouver. Enfin, ça, il faut vraiment le mettre en avant, la joie de retrouver même mes techniciens et mes techniciennes ce soir, enfin, même Marie la bruiteuse, voilà, Stéphane qui a fait le mix, enfin, Gabriel Semer et Basile qui ont monté, enfin, en fait, toutes ces personnes-là qui fait que quand on se rend compte qu'on n'est pas seul en fait à se battre, quoi, et même si les personnes ne sont pas forcément exactement au même endroit politique que nous, d'avoir des conversations, c'est toujours réjouissant. D'avoir ce soutien-là. Et du coup, c'est la transition parfaite, justement, pour parler de l'ADA. Et donc, si vous le voulez bien, on va accueillir sur scène Suzy Bemba, Ariane Labed et Zita Enro, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre intervention. Peut-être qu'on peut... Bonjour. Bah ouais, venez, restez. C'est pour présenter bien sûr les actions, car comme Pauline tout à l'heure le soulignait, se pose la question évidemment de la protection et de la structure en fait. Et je crois que l'ADA essaie un petit peu de répondre à ça justement. Et c'est l'une des propositions pour protéger et représenter les actrices dans ce genre de situation. Oui, c'est ça, entre autres. C'est vrai ce que disait Iris, c'est un endroit où on se retrouve, où on partage, où il y a de la solidarité, il y a de l'entraide aussi, parce qu'on peut se retrouver très seul aussi à des moments. Et cette solitude peut être très douloureuse. Et donc, c'est vrai qu'en faisant cette association ensemble et en accueillant de plus en plus d'actrices au sein de notre association. C'est vrai que voilà, ça donne du courage aussi, ça nous donne aussi envie de transformer nos émotions et nos ressentis en fait en actes concrets, donc de transformer ça. Là, par exemple, lundi, on a rendez-vous aussi au CNC pour parler
de la formation des coordinateuristes d'intimité et comment on peut faire en sorte qu'ils soient là sur des plateaux et que les productions acceptent ça. Donc voilà, de transformer ces émotions qui peuvent être parfois violentes et d'en créer quelque chose de concret et d'un ensemble. Donc je vais donner la parole à mes... Bien sûr. À quel moment exact vous avez créé cette association-là, justement, Ariane ou Suzy? Je ne sais plus, parce que ça a commencé, à vrai dire, autour de dîners plus informels. Et ensuite, on a vraiment... Entre amis? Non. Non, c'était à l'initiative d'ailleurs de Iris qui nous a invités chez elle parce qu'elle a réalisé qu'il n'y avait aucun dialogue entre les actrices. Du coup, non, moi, la première fois que je suis arrivée, j'étais venue avec Daphné Patakia, qui est une des membres fondatrices qui n'est pas là ce soir d'ailleurs. Je connaissais personne et c'est le moment où on a réalisé à peu près tout ensemble qu'en fait on communiquait pas, qu'on se connaissait pas ou peu, et donc ça a pris du temps entre ces dîners là et le moment où on s'est vraiment dit toutes les quatre avec Daphné qu'il fallait mettre les mains dans l'administratif, ce qui n'est pas le fort d'aucune d'entre nous, je crois, mais on l'a fait. Et de là on a commencé à se dire qu'il fallait qu'on s'ouvre, qu'on communique, et maintenant on a un CA assez costaud dont elle m'a fait partie aussi, et on commence à avoir du monde et on commence à structurer ça, à faire appel à des intervenants. Là, on a une réunion dimanche où on va voir quelqu'un qui représente le CFA, le syndicat français des artistes interprètes, parce que comme on a parlé aussi, Pauline, le fait qu'on ne soit pas syndiqué en France, c'est finalement très dangereux et c'est une des actions qu'on veut faire. J'ai pas répondu à votre question, j'ai rajouté plein de choses. Il faut qu'on découvre surtout l'asso et les actions. Mais j'ai pas donné de date. C'était il y a un an. C'était il y a un an. À peu près. À peu près. Est-ce que c'est donc dans le sillage, bien sûr, du travail d'Iris Bray? Est-ce que peut-être aussi, là, il faut dire quand même que le MeToo Cinéma a été nous a particulièrement agité, nous, dans les médias maintenant, depuis 1 an et des bananes, et en fait, ça continue toujours. Est-ce que ça aussi, ça a été moteur pour vous? Est-ce que ça a été une envie de répondre, en fait, à toutes ces histoires d'agression sexuelle dont on entend parler? Peut-être Suzy? Je ne sais pas si ça a été une envie de répondre, mais ça a été plus une envie de s'organiser pour être plus protégés, enfin, pour nous protéger nous-mêmes. Mais c'est sûr que ça a été motivé par des récits... de traumatisme, d'agression sur les plateaux. Je ne sais pas si on s'organise pour répondre. Quelque part dans le film, quand vous témoignez, alors c'est pas forcément des agressions, mais disons qu'il y a quand même beaucoup de moments de flou. La scène où vous discutez toutes les trois, il y a quand même des moments effectivement de scènes d'intimité, de scènes d'amour qui semblent pour le moins désorganisés. Où en fait il y a quand même une asymétrie des rapports de force en fait à chacun de ces moments-là. Donc j'imagine que c'est aussi pour y répondre et gagner en force. Aussi sur un plateau, c'est un endroit de rapport de pouvoir, de rapport de force, et même pour les actrices aussi, il faut être extrêmement vigilant parce qu'il y a une feuille de service, on a des numéros. Plus on monte dans le numéro, plus on est chef, en gros, de poste. Non, mais parce que ça s'appelle comme ça. Donc du coup, c'est vrai que ça crée en fait le plateau est un endroit clos où le monde se joue. Et la violence aussi des rapports, et même je trouve moi que ça transforme aussi certains comportements qu'on peut avoir, que par exemple on n'aurait pas du tout à l'extérieur d'un plateau, mais tout est fait, il y a une espèce de conditionnement qui fait qu'il y a une espèce où par exemple d'un coup on devient très capricieuse et on se dit mais d'où ça vient, quoi, pourquoi, mais parce que en fait le plateau est fait comme ça, et je pense que nous, ce qu'on souhaite faire aussi avec l'ADA, c'est de questionner ça aussi et observer aussi notre propre conduite, de pas simplement se dire les autres sont responsables, mais aussi quelle est ma part là-dedans pour déconstruire aussi ça. Et ce que disait Iris, elle parlait de cette horizontalité dans le travail et de la collaboration. Et ce que tu disais, Paloma, sur voilà, comment vous avez bossé ensemble, etc. En effet, je pense que finalement, il n'y a que comme ça qu'on peut fabriquer des œuvres intéressantes aussi d'un ensemble et de respect en fait de chacune, le regard qu'on apporte sur une œuvre.
Est-ce qu'il y a des choses qui changent déjà? Parce que vous, par exemple, qui avez travaillé pour une série sur Netflix, est-ce que vous avez senti un protocole un peu différent ou un traitement différent? Ou ça n'a rien à voir? Non, pas du tout. Non, il y a des choses qui changent là maintenant. Justement, je travaille sur une série et c'est Monia qui est coordinatrice d'intimité et c'est la production, enfin c'est la plateforme, pardon, qui a d'emblée proposé à ce qu'on ait un coordinatrice, je sais plus comment on dit, une coordinatrice d'intimité. Et donc, ouais, ça, en effet, ouais, ça change. Et donc ça veut dire que ça a tendance à se généraliser. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être une formation à l'avenir en France et non plus seulement dans les pays anglo-saxons? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez effectivement... C'est pas nous, hein. Enfin si. Ouais. Voilà, comme j'en profite, vous allez voir le CNC, donc moi je pose les questions. Non, mais l'AFDA c'est déjà... Enfin, c'est assez long, mais c'est plutôt les personnes de 50-50 qui pourront parler mieux que moi même. Mais l'AFDA a commencé à mettre en route en fait cette formation à laquelle nous on aimerait pouvoir s'associer pour s'assurer de sa qualité. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais Paloma, c'est une référence pour nous aussi. Elle a été une des intervenantes au sein de l'ADA aussi pour parler de la coordination d'intimité. Et voilà, l'idée, nous, là, je rentre dans des détails, peut-être que tout le monde s'en fout, je sais pas, mais... On est au cœur du sujet, donc vous pouvez y aller. Hein. Donc l'idée, c'est que la formation va se mettre en place. J'espère au plus vite, ça existera et les gens pourront commencer à se former en France à l'AFDAS, c'est-à-dire donc gratuitement. Enfin, je ne sais pas trop comment ça marche en France, mais c'est quand on est intermittent, je crois que ça fonctionne gratuitement. Oui, même quand tu n'es pas intermittent. Avec Pôle emploi. Mais voilà, nous, ce qu'on aimerait demander au CNC, parce que c'est très bien de faire la formation, mais il faut aussi trouver une manière de rendre ce métier accessible aux productions, parce qu'on peut constater quand même très souvent que dans nos expériences et dans les témoignages qu'on recueille, que c'est aussi dans des plus petites productions que c'est plus problématique et que c'est vraiment le genre d'endroit où effectivement, comme tu l'as dit Iris, le temps qu'on doit sacrifier, c'est généralement celui de prendre soin de soi, prendre soin des autres. Enfin, c'est des endroits assez dangereux. Et donc, on voudrait demander au CNC de faire une sorte d'équivalence de ce qu'ils peuvent faire avec 50-50, c'est-à-dire donner une sorte de bonus ou une aide qui rendrait ça possible. Donc nous, on va mettre la pression autant qu'on peut auprès du CNC pour qu'après la formation, on soit certaine que ce soit mis en place et que ce soit efficace. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette table ronde. Merci beaucoup d'avoir été toutes présentes et j'espère que ça vous a tous plu. Merci beaucoup, très bonne soirée.